tous. Je commence. Merci d'être là ce mercredi soir pour cette dernière activité de ce cycle de conférence sur les lois face au numérique. Alors, je reconnais certaines personnes ici dans la salle qui ont participé à d'autres activités. Rappelez-vous, on a fait une activité sur les lois sur la consommation face au numérique, les lois sur la concurrence face au numérique, la loi sur le notariat qui a été aussi modifiée en 2023 face au numérique. On a fait vie privée face au numérique en janvier dernier. Ça, c'est notre cinquième. Et en fait, j'avais d'autres projets, peut-être qu'on va les voir. Il y aurait d'autres projets comme procédure face au numérique, preuve face au numérique, et tant d'autres domaines qui sont forcément impactés. Vous l'avez vu, je cache mon travers plus civiliste de base, droit des affaires de base. Et il y avait un vrai manque en n'ayant pas en ne traitant pas un domaine qui lui aussi, j'en suis sûr, impacté par ce phénomène que j'étudie sur plein d'aspects, mais pas tellement celui-ci. Donc j'étais content d'avoir toujours sous le même format, c'est-à-dire un phénomène de binôme avec une première présentation plus sur une direction particulière qui est laissée libre à l'auteur ou à l'autrice et avec ensuite une réponse qui est donnée par un deuxième chercheur. Donc, c'est ce format-là qu'on va reproduire dans cette dernière activité, pas de l'année, parce qu'il y en aura d'autres, ceux que ça intéresse en ligne dans les prochaines semaines. Allez voir sur le site de la chaire. Mais donc, notre présentatrice, est-ce que je peux la qualifier de principale, qui va intervenir en premier lieu, et la professeure Michel Patricia Akiobé-Sangolo de l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Merci infiniment d'avoir pris, je sais pas, la 40 ou la 20, là, dépendamment. Dans la salle d'attente. Ah, personne dans la salle d'attente. Ah oui, il y a. Je vais quand même continuer. Merci, hein, merci David. Donc, vraiment quelques mots là. Excusez-moi de faire vite, mais la professeure Akiobé est titulaire de doctorat à l'Université Laval en droit. Je tiens à le dire. Donc, professeur en criminaux, ses travaux portent sur la lutte contre la criminalité économique et financière. Si je peux me permettre, je pense dans ses anciennes vies, vous avez été avocate auprès de l'AMF. Oui, j'ai analyste à la réglementation, expert à la réglementation, c'est ça sur les. Donc vous êtes toujours intéressé sur les risques liés aux crimes financiers. Si j'ai cru comprendre, votre présentation va être un peu plus large et va traiter de la cybercriminalité. Et je sais que vous m'avez dit tout à l'heure aussi que la finalité de votre propos, encore une fois, qui est une carte blanche. Là, vous avez une totale liberté. Mais c'est exactement dans la veine de notre cycle de conférence, c'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de proposer des directions réglementaires pour tenter de contrôler ces nouveaux enjeux ou ces nouvelles infractions. Conformément au format, il y aura une réponse qui sera donnée par le professeur David Descarini-Péture, que j'ai besoin de connaître depuis longtemps. Je connais bien parce qu'on a travaillé sur les projets conjoints. Il est à l'école de criminologie, ici, de l'autre côté de la place Laurentienne à l'Université de Montréal. Il est aussi directeur adjoint et même, je pense, directeur intérimaire, si je comprends bien, du CICC, qui est un autre regroupement stratégique, un peu comme comme le CRDP, regroupement stratégique financé par le FRQ. Et encore une fois, en allant dans les coins ronds, là, c'est les spécialistes de tout ce qui est question de cybercriminalité. Il dirige notamment un, un organisme, le Darknet Anonymous Research Center, donc s'intéresse beaucoup aux mouvements et aux espaces interlopes, qui passent toujours par ce double réseau, je dirais, réseau criminel qui passe par les réseaux numériques. Donc, assurément, David sera en mesure de donner une réponse, là encore très libre, au regard, encore une fois, du propos qui sera tenu en milieu par Patricia.
Le format est assez libre sur le temps, mais généralement, vu qu'en tout, on a 1h30, je vous propose une quarantaine de minutes si ça vous convient. David, peut-être un 15-20 minutes, ce qui devrait nous donner amplement le temps, avec la belle audience que nous avons dans la salle et en ligne, de poser toutes les questions que vous voulez aux donateurs. Merci encore de votre présence. Peut commencer. Donc, bonjour tout le monde. Le professeur Vincent a déjà fait une très belle présentation. Donc, je suis Patricia Akiobe, professeure à l'école de criminologie. Donc, je remercie le professeur. Je remercie également la chaire Wilson pour l'invitation et la tribune qui me sont offertes aujourd'hui. Donc, c'est avec plaisir que je vais vous présenter là les premiers résultats, alors les premières réflexions sur mon projet de recherche que je mène sur les métamorphoses des infractions cybercriminelles. Et ce projet a été financé donc par la Fondation canadienne pour la recherche juridique. Et pour réaliser ce projet, j'ai eu l'assistance de 2 étudiants, Elena et Alimato. Donc, je vais commencer par Parfait. Donc, je vais commencer par une brève mise en contexte pour souligner l'ampleur des cybermenaces au Canada. Donc, à moins de 10 ans, nous sommes passés de 815 incidents recensés en 2014 à plus de 93 000 en 2023. Donc, c'est une multiplication par plus de 100, ce qui montre une intensification dramatique du phénomène. Donc, cette hausse n'est pas qu'un défi technique ou alors technologique. En 2023, la cybercriminalité a coûté à peu près 3,82 milliards de dollars à l'économie canadienne. Et au-delà donc des chiffres, de ces chiffres-là, ce sont des hôpitaux, des banques, des services publics qui sont paralysés. Les répercussions sont à la fois économiques, mais sociales. Donc, atteinte à la vie privée, perte de confiance dans le numérique, fracture institutionnelle. Par ailleurs, les formes de cybercriminalité se diversifient donc à une vitesse sans précédent. On est passé des simples actes de piratage à une palette complexe d'infractions. Donc, les rançongiciels, les attaques par déni de services, les campagnes de désinformation, pour ne citer que cela. Donc, ces crimes-là, ces différentes formes d'infractions-là profitent des technologies les plus avancées et franchissent facilement les frontières. Et pourtant, certaines de ces infractions ne sont pas toujours clairement définies ou alors qualifiées par le droit canadien, notamment dans le Code criminel canadien, malgré l'adhésion du Canada à la Convention de Budapest. Donc, cette évolution rapide a aussi rendu difficile toute tentative de classification, de catégorisation ou alors de taxonomie. De nombreuses taxonomies sont rapidement dépassées par la réalité numérique. Une des plus pertinentes et celle qui est très constamment utilisée dans la littérature, c'est la taxonomie de Wall, qui distingue 3 générations de cybercrimes. Juste pour rappel, donc la première génération de cybercrimes regroupe les crimes traditionnels qui utilisent donc un ordinateur, donc les crimes ordinaires qui utilisent l'ordinateur, généralement, par exemple, on cite très souvent le vol ou la fraude. La deuxième génération correspond à des cybercrimes hybrides, donc c'est-à-dire des crimes traditionnels pour lesquels donc les technologies informatiques ou avec un jeu de réseau ont créé de nouvelles opportunités à l'échelle mondiale, donc une amplification. Si l'on retirait donc par exemple Internet à ces comportements-là, ces comportements persisteraient sous d'autres formes, mais pas à une telle échelle globale, ou alors avec une telle portée juridique et culturelle. Et dans cette deuxième génération, je pourrais citer par exemple la sextorsion, la pornographie juvénile en ligne également, ou alors les escroqueries via les crypto-monnaies. La troisième génération regroupe donc les véritables cybercrimes qui n'existent que par et pour Internet. Donc, si on supprime Internet, ces infractions-là disparaîtraient. Donc, le problème s'éteint. Et cette dernière catégorie comprend l'hameçonnage, l'hypertrucage, appelé communément deepfake, les rançongiciels également. Donc, c'est cette troisième génération qui constitue aujourd'hui le défi majeur parce qu'elle repose, enfin, la troisième, les comportements qu'on retrouve dans cette troisième génération reposent sur un environnement entièrement numérique, mouvant et difficile à réguler. Donc, c'est aussi là que le droit a le plus du mal à suivre. Donc, l'objectif général de mon projet, donc, c'est de mettre en lumière les difficultés d'application du droit criminel relativement aux nouvelles formes d'infractions cybercriminelles.
Donc, en ce sens-là, donc, le projet, comme objectif spécifique, on procède en 3 temps. Donc, dans un premier temps, il dresse une cartographie, donc une typologie des nouvelles infractions cybercriminelles à partir de la jurisprudence et des contributions doctrinales. En deuxième lieu, l'état du droit criminel est analysé suivant une perspective synchronique, donc à partir des dispositifs actuels des 10 infractions, et diachronique, donc, qui va donc présenter, décrire l'évolution ou alors l'évolution des processus d'imputabilité de cette nouvelle forme d'infraction-là. Et en troisième et dernier lieu, la proposition que je vais faire donc à la fin de la journée, donc dans ce projet, c'est une étude d'impact réglementaire. Et l'étude d'impact, je me suis concentrée essentiellement donc à l'analyse des coûts et bénéfices. Donc, ce projet, donc, comme je disais, interroge la capacité du droit canadien à répondre efficacement aux mutations rapides et complexes de la cybercriminalité. Donc, d'un côté, l'innovation technologique alimente les infractions numériques toujours plus sophistiquées et difficiles à cerner juridiquement, pardon. Et de l'autre, le système de justice pénale alors le système de justice au Canada rencontre des limites concrètes. Donc, la faible coordination interagences, par exemple, la surcharge de signalement, les enquêtes sélectives et la lenteur dans la reconnaissance des victimes. Or, en droit canadien, le principe même de la répression pénale repose sur la gravité des faits et la responsabilité du contrevenant, en lien donc avec les finalités du droit criminel qui sont le maintien de l'ordre, la sécurité, la santé et la moralité. Donc, et ces finalités supposent normalement une capacité d'adaptation constante aux réalités sociales et technologiques. Donc, dans ce contexte, la question que je me suis posée dans ce projet est la suivante. Donc, le législateur canadien peut-il fonder une réponse exclusivement pénale face à des cyberinfractions, ou alors les infractions cybercriminelles aussi diverses et évolutives, ou doit-il intégrer d'autres leviers administratifs, réglementaires ou civils pour construire une approche juridique cohérente? Donc, je pars de l'hypothèse selon laquelle il est nécessaire de rompre avec l'approche compartimentée actuellement en vigueur au Canada pour adopter une régulation plus intégrée des infractions et risques liés à la cybercriminalité. Donc, pour moi, donc, mon hypothèse en d'autres termes, en fait, une réponse juridique cohérente et efficace passe par une approche hybride, donc combinant un renforcement ciblé du droit canadien avec la mise en place d'obligations réglementaires claires pour les acteurs économiques. Donc, si on suit ma logique, cette approche permettrait donc de déployer un véritable continuum de réponse, donc allant de la dissuasion administrative à la répression pénale, donc selon la gravité des comportements, leur impact significatif et leur ancrage technologique. Donc, en d'autres termes, je mobilise ici la théorie de la régulation intégrée que j'ai empruntée donc du champ de la psychologie et de la santé, notamment dans le cadre de la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan. Donc, cette forme de régulation décrit en fait un niveau élevé d'adhésion à une norme externe, donc lorsque celle-ci est pleinement intégrée au système de valeurs de l'individu. Donc, transposée dans ce projet, cette approche suggère que la lutte contre la criminalité ne peut reposer uniquement sur la coercition pénale ou sur des injonctions réglementaires descendantes. Donc, elle suppose la mise en place d'un cadre normatif intégré dans lequel les citoyens, les acteurs économiques et institutionnels adoptent volontairement des comportements conformes donc, à la norme parce qu'ils reconnaissent la légitimité, la finalité et la valeur intrinsèque du projet. Donc, ainsi, donc, la régulation des cyberinfractions gagnera en efficacité si elle favoriserait non seulement la sanction des comportements déviants, mais aussi l'internalisation des bonnes pratiques de cybersécurité. Et cette posture que j'adopte est fortement motivée par la forte résilience du droit criminel au changement, ce que les auteurs Dubé et Garcia qualifient d'inertie intellectuelle, un droit qui reste toujours prisonnier de théories punitives traditionnelles. La majorité des réformes canadiennes sont qualifiées de réformes par contraste,
c'est-à-dire qu'elle vise à corriger les incohérences du passé tout en restant dans le même paradigme, mais en gardant, donc, modérer l'usage de la prison, mais en gardant la logique punitive. Or, ce dont nous avons besoin, c'est une réforme qu'on qualifie de générative qui partirait d'un futur à créer, donc avec une vision radicalement nouvelle du rôle du droit criminel. Non plus centré sur l'exclusion, mais sur la médiation, l'inclusion et la prévention. Désolée, mais mes cheveux apparaissent après que j'ai fait la présentation. C'est pas grave, donc je vais. Donc, dans la partie, dans mes résultats, donc, comme j'ai dit, l'objectif, c'était dans un premier temps, d'établir une cartographie, donc une typologie des infractions. Donc, on a analysé des décisions de justice, de la jurisprudence, et pour structurer l'analyse des décisions de justice recensées dans ce projet, nous avons combiné deux grilles théoriques complémentaires. D'abord, la typologie des trois générations de cybercriminalité telle que j'ai présenté dans la typologie de Wall et proposée par Wall. Ensuite, nous avons mobilisé la typologie fonctionnelle de l'élément Langlois, qui est un de mes collègues à l'Université Laval, qui examine non pas l'outil technique, mais le rôle du cyberespace dans l'acte criminel. Est-ce que le cyberespace agit comme simple accessoire, comme multiplicateur de l'impact, ou bien alors comme déclencheur direct de l'infraction? Donc, la diapositive que vous voyez à l'écran donc, présente une ébauche synthétique du croisement donc, entre ces deux cadres théoriques-là. Donc, elle nous a permis de classer chaque décision jurisprudentielle donc, selon la génération technologique de l'infraction, son mode d'émergence numérique, son origine d'incrimination traditionnelle ou émergente et les effets juridiques observés dans les faits. Donc, par ailleurs, parce que la cybercriminalité ne constitue pas un bloc homogène et qu'elle recouvre des comportements de gravité et de portée très, très variables, j'ai pensé à créer une catégorisation où l'on retrouverait d'un côté des infractions individuelles comme la cyberinfraction ou l'hypertrucage à visée privée et qui relèvent plus d'une logique interpersonnelle, et de l'autre, des attaques massives à impact systémique, comme les rançongiciels ou alors l'hameçonnage organisé. Donc, cette diversité donc impose une réponse différenciée, car on ne peut pas, à mon avis, efficacement catégoriser sans connaître la variabilité de gravité, d'intention et d'échelle. Donc, en d'autres mots, il faut reconceptualiser les catégories de cybercriminalité en intégrant donc ce spectre de gravité et de sophistication. Donc, pour l'analyse législative et pour la perspective diachronique, j'ai réalisé une frise chronologique qui retrace l'évolution législative en matière de cybercriminalité. Donc, dans la frise, c'est vraiment, ce sont les principales lois. Toutes les lois ne se retrouvent pas, notamment par exemple la loi 25, la loi anti-pourriel ou alors la loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet. Donc, j'ai juste mentionné les plus importantes. Donc, en 1985, on assiste donc à l'introduction des premières mesures dans le code criminel visant l'utilisation non autorisée d'un ordinateur. Donc, les modifications apportées au code criminel en 1985 ont introduit un ensemble d'amendements considérés comme complets pour encadrer les crimes informatiques. Donc, ces amendements comprenaient donc les articles 342.1, donc l'utilisation non autorisée d'un ordinateur, l'article 430, paragraphe 1.1, sur les méfaits liés à des données, l'article 327, sur la possession d'un dispositif pour obtenir un service ou une installation de télécommunication, et l'article 326 sur le vol de services de télécommunication. En 1997, le législateur a apporté diverses modifications à son code par le biais de la loi visant à améliorer la législation pénale. Donc, l'article 342.2 du code criminel, qui est relatif donc à la possession de moyens permettant d'utiliser un service d'ordinateur.
Donc, en 2000, à l'année 2000, on assiste à l'avènement de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques. En 2022, le projet de loi C15A qui a reçu la sanction royale le 10 juin 2002, donc comprend des modifications aux dispositions sur la pornographie juvénile afin de lutter contre la prolifération de ce matériel, du matériel sur Internet et d'autres technologies de communication avancées. Donc, cette loi-là crée de nouvelles infractions pour la transmission, la mise à disposition et l'accès donc à la pornographie juvénile. Donc, par exemple, accéder délibérément à la pornographie juvénile est considéré aujourd'hui donc comme une infraction. Donc, elle est également une infraction, elle crée également, donc les changements survenus en 2002 créent également une infraction visant à faciliter également une infraction visant à faciliter une infraction contre un enfant. Donc, elle donne enfin donc au juge canadien le pouvoir d'interdire et d'ordonner la confiscation du matériel ou des ordinateurs utilisés dans le cadre de ces crimes-là. Donc, en 2014, on a la loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité. Donc, cette loi-là modifie le code criminel de différentes façons, notamment donc en introduisant une nouvelle infraction, donc celle de la distribution non consensuelle d'images intimes. La création de cette disposition a également permis de prévoir le retrait des dites informations des réseaux avec à la clé un dédommagement et d'autres obligations. Donc, la loi impose également la préservation de la preuve électronique. Elle instaure plusieurs procédures simplifiées d'obtention d'ordonnances et de mandats, rendant ainsi donc obligatoire la communication et l'interception de certaines données, la localisation des personnes également et diverses autres opérations. La LPCC, donc la loi sur la protection des Canadiens contre la cybercriminalité, modifie également la loi sur la preuve, donc en rendant habile à témoigner et contraignable pour le poursuivant le conjoint de la personne accusée de la nouvelle infraction de distribution non consensuelle d'images intimes. Elle modifie la loi sur la concurrence et également la loi sur l'entraide juridique en matière criminelle. Donc ça, c'est la description un peu de l'évolution des dispositions de répression contre les crimes cybercriminels. Mais dans certains cas, certaines infractions traditionnelles sont simplement adaptées aux nouvelles technologies et le système de justice canadien en réponse doit donc en réponse évoluer de manière similaire. Mais ce on voit dans la pratique, c'est que lorsqu'il y a une infraction, par exemple, fraude en ligne, vol des données, on adapte les dispositions qui existent déjà dans le code criminel. Donc, on les adapte pour essayer d'aller punir donc, les cybercriminels. Ou alors l'hypertrucage, c'est-à-dire on va aller chercher les dispositions qui existent dans le code criminel pour pouvoir criminaliser ces comportements-là. Donc, pour la perspective synchronique, donc déjà, on remarque que actuellement, le droit canadien de 2025 est globalement cohérent, c'est vrai, mais structurellement fragmenté. Donc, les bases légales sont solides, à mon avis. Elles sont assez solides, mais leur application dépend fortement des moyens d'enquête, de la mise à jour technologique des institutions et de la collaboration des acteurs privés. Donc, l'efficacité réelle du système repose donc moins sur l'existence de tests que sur leur mise en œuvre concrète et sur l'adaptation des pratiques judiciaires et policières à un environnement numérique en mutation rapide. Donc, on voit que le code criminel est le statut principal. J'ai cité d'autres lois également qui viennent compléter le code criminel. Et on note également des lacunes dans le système répressif. Donc, le système répressif montre ses limites face à l'évolution rapide des technologies. Parmi les difficultés structurelles que rencontrent, par exemple, les agents d'application de la loi, dans leur mission, on peut citer donc, par exemple, les stratégies utilisées par les cybercriminels,
de plus en plus ingénieuses. Donc, ces stratégies sont de plus en plus ingénieuses. Le défaut de statistiques ou de communication entre organismes, donc certains corps de la police, par exemple, ou le DPCP, le ministère de la Justice, euh, ils n'ont pas assez d'outils, donc il n'y a pas assez de statistiques pour apprécier avec objectivité les tendances du phénomène. En cas de présence de données, il y a un très grand nombre de signalements de fraude en tout genre, ce qui pousse à faire donc des enquêtes sélectives. Donc, le défaut également de signalement par les institutions financières, par exemple lorsqu'un remboursement est effectué à la victime initiale. Donc, on n'a pas ces données-là. La pénibilité pardon, du processus de remboursement des victimes fait également partie des problèmes structurels. Un autre problème structurel que je pourrais citer ici serait la coopération internationale euh, entravée par l'absence d'adhésion à la Convention de Budapest de certains États à risque élevé, comme par exemple la Chine, la Russie ou alors l'Inde. Donc, là, on arrive avec les options d'encadrement. Ça fait partie toujours des résultats de ma recherche, donc j'ai oublié d'intituler les résultats. Donc, on a des options. Qu'est-ce qu'on fait après ces constats? Est-ce qu'on maintient le statu quo? Donc, maintenir le statu quo, donc cette option repose sur l'idée que bon, le cadre législatif canadien actuel, bien qu'imparfait, est suffisant pour encadrer une grande partie des cyberinfractions. Donc, l'enjeu ne serait pas donc de créer de nouvelles lois, mais d'appliquer de manière rigoureuse celles qui existent déjà. Donc, cette approche mise donc sur la prévention, la coopération, donc la prévention dans les campagnes de sensibilisation, la coopération entre les autorités publiques et le secteur privé, par exemple, euh, la détection, donc améliorer des mécanismes de signalement et d'enquête. Bon, toutefois, cette stratégie est jugée bon, insuffisante face à l'émergence continue de nouvelles menaces, notamment des comportements qui ne sont pas criminalisés actuellement. Donc, la deuxième option, c'est procéder à des amendements ciblés. Donc, cette seconde option vise à mettre à jour le code criminel en y ajoutant des infractions spécifiques pour les cybercrimes récents, comme les rançongiciels ou alors l'hypertrucage. Donc, cela permettrait de mieux qualifier les comportements criminels inédits et donc de mieux les poursuivre. Cependant, également, cette approche présente deux limites majeures, selon moi. Donc, l'obsolescence rapide, donc à raison donc, de l'évolution constante des techniques criminelles numériques, les nouvelles lois risquent de devenir trop vite dépassées. Et la deuxième limite, c'est l'insuffisance structurelle. Donc, sans un renforcement des moyens d'enquête, des compétences numériques au sein des forces de l'ordre et une coopération avec les acteurs privés, l'ajout de nouvelles infractions ne garantit pas à lui seul donc une réponse efficace. Donc, je mentionne l'exemple des États-Unis qui illustre en fait, les États-Unis, l'approche des États-Unis est vraiment centrée quasi exclusivement sur la répression pénale. Donc, avec des résultats, euh, donc, par exemple, aux États-Unis, euh, comme je disais, l'approche est principalement axée sur la répression des cybercrimes à travers des lois fédérales, notamment le Computer Fraud Act, Act and Abuse Act, donc adopté en 1986 et qui a été amendé à plusieurs reprises. C'est la loi principale utilisée pour poursuivre les cyberinfractions aux États-Unis. Donc, il couvre une large gamme, donc cette loi couvre une large gamme de comportements liés donc à l'accès non autorisé d'un ordinateur, notamment donc l'espionnage informatique, le vol des données et la fraude électronique, le sabotage, le trafic de mots de passe, l'extorsion liée à des données obtenues illégalement. Et cette loi-là permet des poursuites pénales et civiles. Il s'applique à toute personne, la loi s'applique à toute personne qui accède de façon non autorisée donc à un ordinateur protégé. Il y a beaucoup à dire sur dans le projet, il y a une partie réservée donc au droit comparé, essentiellement donc les États-Unis et l'Union européenne. Je vais passer. Il y a d'autres lois fédérales qui viennent compléter donc la loi que j'ai mentionnée, notamment donc la loi sur le cyberharcèlement, la loi sur les communications
interceptées ou la fraude électronique. La troisième option est celle que je retiens dans le projet, c'est l'approche hybride qui combine modifications législatives ciblées et obligations réglementaires pour les entreprises. Donc, c'est celle-là qui a été retenue comme scénario donc optimal dans notre étude d'impact réglementaire. Donc, cette option permet à la fois de renforcer la répression pour les menaces graves et de responsabiliser les acteurs économiques face aux risques numériques. Donc, à l'image de ce qui est fait donc dans l'Union européenne. L'analyse coût-avantage repose donc que nous avons réalisé repose sur une méthodologie standardisée conforme aux lignes directrices du Conseil du Trésor du Canada. Donc, elle a été menée sur une période de 5 ans avec un taux d'actualisation de 5%, donc ce qui reflète le coût d'opportunité des fonds publics tout en assurant donc la comparabilité avec d'autres politiques publiques. Donc, le coût total de la réforme est estimé à 4,96 milliards de dollars, dont 65 millions pour l'État, principalement en formation, infrastructures numériques et coopération intergouvernementale. Les entreprises à haut risque assumeraient une charge de 75 milliards dollars par an et les citoyens environ 20 millions au total en frais d'adaptation. Donc, ces chiffres-là reposent sur des données publiques, donc Statistique Canada, Statista, des comparaisons internationales et des extrapolations également prudentes que nous avons réalisées. Par exemple, l'estimation d'une réduction des pertes économiques de 15% s'inspire des baisses observées au Royaume-Uni après le renforcement de leur cadre juridique. Donc, à long terme, l'approche hybride est donc économiquement justifiée car elle permettrait donc de générer des gains nets et de mieux protéger le tissu économique canadien contre des menaces constantes en constante mutation. Pour estimer les bénéfices attendus de la réforme, nous avons adopté une approche prudente, donc en nous basant sur les pertes actuelles liées à la cybercriminalité au Canada, donc comme je l'ai dit d'entrée de jeu dans la mise en contexte, estimée à 3,82 milliards de dollars par an. Donc en retenant donc un scénario modéré de réduction de 15%, donc inspiré des expériences internationales comme celle du Royaume-Uni, l'économie globale projetée atteint environ 2,48 milliards sur 5 ans. Non, à cela s'ajoutent des gains pour les entreprises estimés donc à 1,3 milliard, ainsi que des bénéfices en matière de confiance numérique et d'efficacité judiciaire. En revanche, le ratio coût-avantage reste négatif à court terme, donc environ moins 955 millions à 5 ans, mais devient positif sur un horizon de 15 ans avec un excédent net estimé à 1,4 milliard. Donc, ce décalage-là s'explique notamment par les coûts initiaux élevés, non compensés immédiatement par les bénéfices. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'étude d'impact, l'impact réglementaire ne se limite pas à des calculs financiers. Elle répond à une formatation juridique réelle en proposant donc une réforme structurée qui combine des amendements ciblés, régulation économique donc, et renforcement de la gouvernance publique. L'analyse coût-avantage que nous avons réalisée donc, renforce cette vision hybride-là qui équilibre prévention, répression et responsabilisation. Donc, les hypothèses que nous avons mobilisées dans notre étude d'impact réglementaire, je le rappelle, sont documentées, elles sont prudentes et conformes donc aux standards canadiens et internationaux. Donc, on a fait des extrapolations en nous fiant donc à des expériences des juridictions, des autres juridictions, notamment le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc là, voilà ce que j'avais à vous présenter. C'est mon projet. Donc, à l'issue du projet, je prévois de produire un ou deux articles sur la partie analyse criminologique, comparaison, enfin, l'approche croisée que je fais des différentes théories, l'analyse législative et jurisprudentielle, et puis la partie sur l'analyse coût et avantage, un autre article également plus axé sur les politiques publiques que nous devons publier dans ce sens-là. Donc, je vous remercie. Alors, merci beaucoup pour la présentation, vraiment très intéressante. Ça soulève en fait plusieurs concepts assez clés pour lesquels on n'a pas toujours d'excellentes réponses. La première, en fait,
pense que la première chose qu'on doit se demander, qu'on devrait se demander, c'est pourquoi toujours ce recours à ce concept de cybercriminalité? Et on le voit dans la littérature, en fait, c'est une question qui se pose, de se dire pourquoi est-ce qu'on devrait classer ou créer une nouvelle classe de crime simplement parce que finalement on utilise un peu de technologie. Et de plus en plus, en fait, on voit dans les sondages qu'on a de la difficulté à comprendre quand est-ce qu'on est en ligne, quand est-ce qu'on n'est pas en ligne. Dans les années 2000, c'était une question typique dans les sondages. Combien de temps passez-vous en ligne? Et ça fonctionnait vraiment bien qu'on avait notre ordinateur qui téléphonait à une centrale, se connectait à Internet. On avait des statistiques. Mais aujourd'hui, on est vraiment 24 heures sur 24 en ligne. Et donc, on pourrait se demander, mais quel crime n'est pas cyber finalement? Et ici, on a tellement de zones grises. On a fait des entrevues avec, par exemple, des vendeurs de drogue qui avaient des listes d'envoi sur WhatsApp. Et quand ils recevaient une nouvelle cargaison, aux lois de se dire, bon, ben, on a besoin de créer de nouvelles lois, il faut s'intéresser à ce problème-là. La question même de savoir est-ce qu'on devrait euh, voir le problème du point de vue crime traditionnel, cybercrime, versus juste criminalité en général, je pense que la question se pose et on pourrait sortir toute une série d'autres exemples, en fait, que ce soit la fraude amoureuse où le fraudeur va rencontrer sa victime sur Tinder, mais ensuite aller la voir en personne, à quel point est-ce qu'on est dans un rayon cyber ou non. Donc, ce concept de cybercrime, je ne dis pas qu'il ne doit pas exister, mais ce que je dis, c'est qu'on a de plus en plus, j'ai l'impression, de difficultés à le définir par opposition à des crimes qui sont dits traditionnels. Et comment est-ce qu'on gère tout ça dans les lois? Je pense que c'est une première question qui est assez importante. Euh, une chose qui ne nous aide pas, c'est que la cybercriminalité, qu'on l'oppose traditionnelle, euh, je pense, rend les discussions, les interactions plus difficiles. On le voit dans le monde académique. Si on soumet un article sous cet angle de cybercriminalité, on va voir beaucoup d'éditeurs qui vont être réticents ou qui vont se dire, j'ai pas nécessairement les compétences, ou ont une certaine peur même, juste du contenu et de ces recherches-là, versus si on disait, ben moi, je m'intéresse à la fraude, et ça adonne que mes sujets, ce sont des gens qui utilisent des technologies, on voit qu'il y a une approche et une réaction face à la criminalité qui va être assez différente. L'autre chose qui ne nous aide pas nécessairement, je trouve, quand on parle de cybercriminalité, c'est que ça nous amène à avoir une tendance à essayer de répéter des expériences, des études qui ont déjà été faites en disant, voyons voir si ça fonctionne dans le monde cyber. Et la réponse, 99% du temps, est oui, simplement parce que justement, cette dualité n'existe pas nécessairement. Et donc, j'ai l'impression bien souvent qu'on passe notre temps à retester ou à re-questionner des acquis simplement en se disant, mais peut-être parce que c'est cyber, ça va être différent. Ben, en général, ça reste quand même assez similaire. Euh, Maintenant qu'on aille de l'avant ou non avec la cybercriminalité, une des grosses questions en fait qu'on a, c'est sur ce chiffre noir de la cybercriminalité. Et notre conférencière donc, nous parlait d'environ 4 milliards de dollars au Canada, qui seraient les coûts de la cybercriminalité. En toute honnêteté, ce chiffre, on ne sait pas trop il vient de où, comment est-ce qu'il a été calculé. Je suis en ce moment en fait dans un projet avec le gouvernement allemand pour essayer de chiffrer en fait de manière scientifique, probablement pour la première fois, les coûts de la cybercriminalité. Euh, et le chiffre noir en ce moment est effarant en fait, et il va varier énormément dépendamment de ce qu'on inclut à l'intérieur de ça. Et on peut prendre par exemple juste le spam, donc les courriers indésirables. Euh, Combien est-ce que les compagnies dépensent par année au Canada en filtre anti-spam? Combien de temps est investi
à apprendre aux gens à ne pas cliquer sur les liens dans les courriels. Je suis certain que juste là, on est au-dessus du 4 milliards. Et donc, dès qu'on inclut, en fait, dans le problème de la criminalité, les coûts liés à la défense, même s'il n'y a aucun crime qui se passe, on dépense des centaines de millions, des milliards de dollars au Canada uniquement pour lutter contre le spam. Et ce n'est qu'une forme de criminalité parmi plusieurs. Donc, je pense que les coûts sont quand même beaucoup plus importants que les statistiques peuvent le dire, du moins officiellement. Et je pense que quand on doit inclure les coûts de la cybercriminalité, il faut vraiment le voir de manière holistique. On peut aller loin, on peut aller même jusqu'au au coût donc de perte de temps. Euh, un exemple parmi tant d'autres, mais j'ai reçu un appel de quelqu'un qui se faisait passer pour Revenu Canada et qui me posait plein de questions. Et la technique à faire quand on reçoit une communication électronique ou autre, toujours de dire, ben, je vais vous recontacter sur vos canaux officiels. Et là, j'ai perdu peut-être 2 heures en attente au téléphone pour parler à quelqu'un de Revenu Canada qui m'a dit que non, en fait, c'était une fraude, il ne m'avait jamais appelé. Et c'est là qu'on se rend compte comment faire des attaques de déni de service, finalement, ou si je vous fais croire que Revenu Canada vous appelle ou vous contacte, vous avez passé votre vie au téléphone à attendre de confirmer que c'était une fraude. Mais donc, il y a des coûts qui sont quand même extrêmement importants pour la cybercriminalité, qu'on est toujours incapable de quantifier, de mesurer. Et pour moi, ce serait en fait, avant même de faire tout changement législatif, quelque chose, un exercice important à faire. Il y a eu des premiers travaux par Anderson en Angleterre qui ont été faits au milieu des années 2010, donc j'ai peut-être une dizaine d'années, qui essayaient de quantifier justement tous les coûts liés à la cybercriminalité. Mais ça a été fait avec tellement de pincettes, tellement de mise en garde, qu'au final, on voyait que c'était comme une espèce de première ébauche. Et j'espère, en fait, justement, dans les travaux qui vont venir, si on est financé, j'espère que nous, on pourra apporter certaines réponses à ces questions-là pour vraiment faire un portrait global des coûts, finalement, de la cybercriminalité. Euh, Maintenant, la conférencière en a parlé, mais il y a évidemment tout le rôle en fait des conventions internationales de l'ONU. La dernière qui a été approuvée à la fin en décembre 2024, il y a quelques mois de ça, a suscité énormément de débats, simplement parce que certains pays ont une vision de la cybercriminalité qui est assez différente de la nôtre. Donc, on peut se dire, par exemple, que de critiquer le gouvernement sur les médias sociaux, pour certains pays, c'est quelque chose qui devrait être criminalisé. Et quand on arrive dans un contexte de convention internationale, ben, ces pays vont pousser très fort pour que certaines formes de comportement, ça peut même être aussi simple que la diffusion de pornographie adulte, dans bien des pays, c'est quelque chose qui devrait être légal. Et quand on essaie de faire ces conventions internationales, on se rend compte qu'il y a un jeu politique et de pouvoir très important qui a un impact sur nous, parce que étant membre de l'ONU, ben, on est fortement euh, invité à adopter des lois qui vont mettre en pratique ces conventions internationales. Et donc, si ces pays-là réussissent à imposer leurs conventions, ben, tout d'un coup, ça vient avoir un impact sur les lois qu'on peut avoir au Canada également. Donc, je pense qu'on porte peu attention, en fait, à ces conventions, mais il faudrait vraiment, donc, s'y intéresser pour voir justement quels sont les changements que nous ferons. Puis, on a une certaine liberté d'agir, évidemment, mais si on respecte le droit international, on se doit donc de quand même importer ici ce qui se fait ailleurs et il faut voir comment ça va être fait. Euh, Maintenant, un autre point que je trouve intéressant, c'est celui de la notion, en fait, transnationale de la cybercriminalité. On a souvent cette impression que la cybercriminalité est quelque chose de très international. Et c'est vrai, ça arrive, oui. Mais il y a une portion, en fait, qui est probablement sous-estimée du problème, qui est beaucoup plus nationale. Puis je peux vous donner un exemple. Si je vous disais, je vous donne les meilleurs outils de piratage informatique, attaquez-vous à une banque en Suède. Bon, ben, déjà, quelle banque est-ce que vous allez attaquer? On a peu de références. Et même si on rentre dans les systèmes, essayer de se promener là-dedans,
avec la langue qu'on ne maîtrise pas, ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça qu'on voit en fait bien souvent que des groupes russes vont collaborer avec des Canadiens qui vont s'attaquer à des entreprises canadiennes et des gouvernements canadiens, simplement parce que c'est eux qui connaissent le mieux le terrain, les cibles à choisir, qui sont capables de naviguer à travers ces cibles-là. Et donc, même s'il y a un aspect international, il y a quand même une très forte tendance à poigne et d'impact possible pour prévenir ce genre de comportement-là.